Bonjour Gabriel, on est en direct du Salon du Livre de Toronto. C'est le premier jour, on reçoit toutes les écoles, donc c'est très mouvementé ici. Tu es un auteur de l'Ontario français, tu as publié un livre qui s'appelle Hubert, le reste avec. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que c'est quelque chose qui touche Haïti et l'histoire d'Haïti. Oui, c'est un livre qui parle des enfants en domesticité en Haïti. Ça a paru aux éditions David déjà en 2017. Donc, ça fait qui fait son petit bonhomme de chemin. Hubert, c'est un jeune garçon d'environ 12-13 ans, dont sa mère n'avait pas les moyens de s'en occuper. Il l'a envoyé vivre chez une tante, qui finalement, elle a confié Hubert chez des personnes qui s'appellent les Mirevois. Et dans le but de l'envoyer à l'école, de lui donner une meilleure vie que qu'est-ce qu'il avait chez lui. Par contre, la réalité était un peu différente pour Hubert quand il est arrivé chez ces gens-là. Donc, il travaillait du matin jusqu'au soir, faisait les courses, s'occupait des enfants qui avaient le même âge que lui, c'est ça qui était un petit peu plus drôle. Et aussi, il était au service de tous les membres de la famille. Dis-moi, Gabriel, ces enfants qui sont tenus en domesticité, combien il y a d'enfants qui vivent ce genre de choses en Haïti? Est-ce que c'est encore quelque chose que l'on trouve actuellement? Oui, c'est quelque chose qui est très prévalent. Depuis le tremblement de terre, l'UNICEF estime qu'il y a entre 400 et 800 000 enfants en domesticité. Énorme. Oui, énorme, énorme. C'est un phénomène extraordinaire. Et ces enfants-là, malheureusement, ne sont pas pris en charge et ils n'ont pas le temps non plus d'être des enfants parce qu'ils passent leur temps finalement à travailler et non pas à aller à l'école et pouvoir jouer comme les autres enfants. Mais est-ce que c'est dû aux familles, je dirais, bourgeoises d'Haïti qui utilisent ces enfants-là ou est-ce que c'est parce que ces enfants sont issus de familles très pauvres et on les donne à ces familles pour qu'ils puissent s'en sortir après ou pas du tout? Non, c'est tout à fait ça. La majorité de ces enfants-là viennent de familles un peu plus pauvres. Le phénomène de Restabec, d'abord, c'est un phénomène de pauvreté. Du fait que les parents n'ont pas les moyens de s'occuper des enfants et qui les envoient vivre dans ces familles-là. Et comme je disais tout à l'heure, c'était dans le but justement qu'ils puissent améliorer leur sort et d'aller dans ces familles-là. Et souvent, au départ, avant le tremblement de terre, c'était plus des familles aisées qui recevaient ces enfants-là. Mais depuis 2010, c'est dans toutes les couches de la société, même les gens les plus pauvres, maintenant trouvent le moyen d'avoir des enfants restent avec pour travailler avec eux autres. Ok. Mais qu'est-ce que tu as voulu dénoncer en écrivant ce livre-là? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour ces enfants-là? Mais d'abord, ce que je voulais dénoncer, c'est le fait que ces enfants-là, du fait qu'ils passent la majorité de la journée à travailler, ils n'ont pas le temps d'être des enfants. Ils vieillissent avant le temps et ils n'ont pas le temps de jouer, ils n'ont pas le temps vraiment d'aller à l'école pour la plupart du temps, du moins pas à l'école de façon normale. Donc ils vont à l'école le soir et souvent, quand ils arrivent à l'école, ils sont tellement fatigués et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dormir. Donc moi, ce que je voulais dénoncer, c'est du fait qu'on devrait donner la chance aux enfants d'abord d'être des enfants et de pouvoir vivre une vie normale. Je comprends que les gens qui reçoivent ces enfants-là dans leur maison disent « mais c'est pour leur bien, on les aide et tout ça ». Soit, mais au moins qu'ils leur donnent un semblant de vie normale et aussi de l'éducation. Ok. Et je sais que tu viens de rentrer du Salon du Livre haïtien de Paris. Oui. Tu as présenté justement cette œuvre-là. Peux-tu me dire comment ça a été accueilli à Paris? Est-ce que les gens sont venus discuter de ça avec toi au Salon du Livre? Bien, ça a été un peu, je dirais, un grand succès parce que tous les livres ont été vendus avant la fin du salon. Wow. Donc, on aurait voulu en avoir plus, mais malheureusement, j'avais seulement une certaine quantité que je pouvais apporter dans ma valise. Donc ça, c'était une très belle réussite. Les gens avaient un très grand engouement pour le livre, pour l'histoire d'Hubert. Les gens étaient très conscients aussi de ce qui se passe en Haïti et le phénomène des restes avec.
Aussi, une chose que je devrais dire, c'est que toutes mes redevances de droits d'auteur, je les verse à 2 organismes qui viennent en aide justement aux enfants en domesticité en Haïti. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces organismes? Parce que ça peut être intéressant oui, aussi pour les gens qui sont ici de donner et d'aider ces organismes-là. Oui. Un des organismes, c'est la Fondation Maurice Sixto. La Fondation Maurice Sixto, Maurice Sixto, d'abord, c'était un grand parolier, un écrivain haïtien qui a fait connaître beaucoup le phénomène des Restavek à travers un de ses personnages ou une de ses personnages qui était Tissintanise. La Fondation Maurice Sixto intervient directement auprès des enfants en domesticité, leur donne de l'aide aussi quand ils sont abusés dans les familles. Et l'autre groupe, ça s'appelle Respirer, qui aussi c'est un groupe qui vient en aide, qui a été fondé par une jeune dame américaine. Mais est-ce que ces organismes leur donnent une certaine éducation? Est-ce qu'ils peuvent aller à l'école avec ces organismes-là? Est-ce qu'ils donnent ce genre d'aide? Mais la Fondation Maurice Sixto n'a pas de... c'est pas un organisme qui héberge les enfants. Donc c'est un organisme qui intervient, mais de façon externe. Dans le sens que quand les enfants ont des problèmes dans les familles, la Fondation les accompagne, soit aller au bureau du bien-être social afin de leur donner des appuis, trouve des maisons alternatives pour ces enfants-là et aussi organise des soirées, des fins de semaine pour sortir ces enfants-là un peu de ces familles-là et de leur isolement. Tu es toi-même d'origine haïtienne, tu vis depuis très longtemps en Amérique du Nord. Peux-tu me dire comment toi tu te sens par rapport à ce qui se passe dans ton pays et justement par rapport à ce phénomène des Restavek? Mais je trouve que c'est une chose qui est triste parce que depuis des années 60, si ce n'est pas avant, Haïti a signé toutes les conventions de droits des enfants. Malheureusement, il n'y a pas d'enforcement de ces lois-là dans le pays, ce qui fait que ces enfants-là sont souvent laissés à eux-mêmes. Ce que j'aimerais justement à travers le livre, à travers le fait de faire connaître le sort de ces enfants-là, c'est que justement que l'État prenne des mesures afin de sortir ces enfants-là de ces familles qui souvent sont abusives. Une autre d'un coup. Mais au moins, s'ils pouvaient mettre en force ces lois-là, qui disent au sang, il y a un minimum de décence, il y a un minimum d'efforts qui devraient être faits de la part des parents qui reçoivent ces enfants-là, afin justement d'assurer qu'ils puissent participer à une vie normale. Et est-ce que tu as eu la chance de présenter ce livre-là en Haïti? Oui, plus d'une fois, parce que j'ai fait un lancement à Jacmel d'abord, j'ai fait un lancement au Cap-Haïtien et un lancement à Port-au-Prince. Donc là, j'ai eu 3 audiences à 3 pôles différentes dans le pays. Et j'ai même eu la chance, lors de le lancement à Port-au-Prince, de remettre une copie du livre au président de la République, le nouveau président qui est là présentement, pour lui dire, mais voilà, j'aimerais ça que vous lisiez ce livre et que vous trouviez une façon de venir en aide justement à ces enfants-là. Et quelle a été sa réaction? Mais sur le coup, il a dit oui, je vais le lire. Je ne sais pas s'il l'a lu. As-tu eu des nouvelles? Non, aucune nouvelle. Aucune nouvelle? Jusqu'ici, je n'ai pas vu beaucoup de changements qu'ils ont faits à ce niveau-là. Mais les changements sont lents et on pense que ça va prendre du temps avant d'absorber ou de plutôt résorber ce phénomène. Bon, question de curiosité. Est-ce que tu as un livre en préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mijote? Est-ce que tu travailles sur une nouvelle œuvre littéraire? Mais tu sais, comme écrivain, on a toujours quelque chose dans notre poche. J'ai un nouveau livre qui va sortir le 12 janvier prochain. Ah, et ça parle de quoi? Qui retourne encore en Haïti. Ça va parler de 13 jeunes qui sont partis des États-Unis en 1964 pour aller faire la révolution un petit peu à la cubaine. Ils pensaient soulever le peuple contre le régime dictatorial des Duvalier, père, dans le temps. Malheureusement, ça n'a pas bien tourné. 11 ont été tués lors des rencontres avec l'armée et les tontons macoutes et 2 ont été fusillés sur la place publique.
Ok, ok. Donc un livre qui parle beaucoup d'histoire et d'histoire d'Haïti, dans le Exact, fond. oui. Puis là, j'en ai un que je viens juste de terminer, mais là, il me reste à faire les corrections, qui va être complètement différent, qui nous amène maintenant à Toronto. Et c'est un univers un peu plus fantastique qui va parler de la Thanatosie. C'est une, Raconte-nous ouais, ça, là. c'est une ville ou un pays inventé qui est le pays de la mort, finalement. Ok. Donc, c'est un gars qui se fait tuer au coin de Richmond et Université ici à Toronto, alors qu'il se rendait à son travail, et qui se retrouve dans l'au-delà, en Thanatosie, le pays des morts, pour se rendre compte que tout ce qu'il a appris sur la mort n'était pas du tout ce qui se passait en réalité. D'accord. Mais alors, allez, titille un peu notre curiosité là. C'est qu'est-ce qui diffère par rapport à ce qu'on peut penser de la mort? Je te demande pas de nous donner le punch de ton Non, non, livre, mais mais nous donner une petite idée. Mais ce qu'il se rend compte au départ, c'est que il ne voit pas de ciel ni d'enfer. Donc, il n'y a pas de personnes fourchues qui sont assises là à nous attendre, puis il ne voit pas d'endroit où on brûle. Non plus qu'il a vu des anges sur des nuages en train de jouer de la harpe. Donc, ça, c'est un peu les deux Le choses cliché au qu'on départ, a le cliché habituel. qu'on a. Et aussi le fait que, bon, il se rend compte que la Thanatosie, c'est tout simplement une dimension d'à côté de la nôtre. Donc, c'est le phénomène des multivers. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Oui, oui. d'univers multiples et parallèles. Moi, j'ai toujours une fascination pour les voyages dans le temps. De telle sorte que, bon, on peut sortir de notre dimension et tomber dans une autre dimension sans nécessairement avoir allé juste par la force de la pensée. Donc en fait, c'est un livre qui parle un petit peu de spiritualité dans le Un fond. peu de spiritualité, mais sans tomber dans une religion particulière. Oui, tout à fait, une Exact. spiritualité universelle, on va dire. Tout, tout, C'est ça que tu veux tout explorer à à fait, travers oui. ce livre-là. Puis aussi, j'ai créé une espèce de bibliothèque des esprits que j'appelle une Ok. espritothèque, où se retrouvent tous les esprits de tous les gens qui sont morts depuis des millénaires. Donc, c'est une immense tour De Babel. translucide, ouais, pas de Babel, mais translucide où tous nos cerveaux, si tu veux, quelque part, se retrouvent dans des petites bulles. Et tout le monde a accès finalement à cette bibliothèque des esprits parce que, bon, quelque part, il suffit qu'on pense à quelque chose pour pouvoir accéder à cette fameuse bibliothèque. Est-ce que tu penses qu'une bibliothèque comme ça pourrait amener un petit peu de sagesse dans notre monde? Bien, j'espère, parce que toute la sagesse de ceux qui nous ont précédés s'y retrouve. Malheureusement, il faut qu'on ait une certaine ouverture, évidemment, pour pouvoir accéder à cette sagesse. Je pense que c'est ce qui nous manque actuellement, C'est ce parce qui nous manque. qu'on se rend compte que toutes les erreurs qu'on a faites par le passé reviennent et reviennent et reviennent, et on a l'impression qu'on n'apprend pas de l'histoire et qu'on oublie et qu'on occulte souvent l'histoire. Donc je me dis, avec ton idée de bibliothèque comme ça un petit peu universelle, ça serait quelque chose à apporter à notre monde un peu fou, où on voit beaucoup de choses se reproduire dans le fond. Mais tu as tout à fait raison, c'est que en général, on a une façon, notre mémoire, une façon d'oblitérer l'histoire. Exact. Pourtant, les faits sont là, on les a vécus, ou on sait en tout cas que ça s'est passé, mais on dirait qu'on répète toujours les mêmes choses. Et malheureusement, les gens, même quand ils ont accès à cette bibliothèque-là ou à cette sagesse des esprits, ne l'utilisent pas nécessairement à bon escient. Et ce que j'espère, c'est que les gens sont capables, tout le monde on est capable d'aller chercher, si tu veux, un petit peu de ces esprits-là qui nous ont précédés. Ben, pour en revenir à ton livre, Hubert le reste avec, dans le fond, on peut dire aussi la même chose, parce que Haïti était le seul pays en fait indépendant réellement, et si on revient à l'esclavage, dans le fond, c'est une forme d'esclavage aussi que l'on reproduit et qui est encore actuelle. Donc c'est à croire que
on n'a pas appris aussi de toute l'histoire de l'esclavage et que même si on est devenu indépendant, si on essaye de survivre en tant que pays, ben, on reproduit malheureusement ces mêmes erreurs. Mais tout à fait, parce que la domesticité, c'est une forme d'esclavage moderne. C'est Ça. comme prendre les enfants qu'on fait travailler dans des usines textiles ou à faire des chaussures, etc., ou travailler dans les mines comme dans certains pays d'Afrique. Mais c'est tout à fait ça. Puis c'est un bon parallèle que tu établis par rapport à l'indépendance. On dirait que les gens reproduisent cette même mentalité-là depuis l'esclavage. Oui, exactement. Et qui continuent à pérenniser justement cette forme-là d'esclavage pour les jeunes. Ben, c'est ça que je trouve ben, qui me choque, mais je peux comprendre, mais en même temps, je me dis, en ayant vécu tout ça, parce que Haïti a subi quand même les Français de France, on a été là, et puis on n'a pas fait des choses jolies non plus. Donc je me disais, en ayant cette forme d'indépendance, parce que ça a été un des premiers pays comme ça à avoir l'indépendance, comment on en arrive à reproduire encore ce genre de choses-là alors qu'on l'a subi? C'est ça qui me paraît complètement fou. Et je me dis, ben, on voit ça aussi en Afrique. On voit ça en Afrique dans le sens où ils ont eu leur indépendance et dès qu'ils ont leur indépendance, ben, ce sont les plus riches ou les gens au pouvoir qui s'accaparent les richesses et qui laissent les gens dans la pauvreté et qui sont obligés quelque part de faire des choses qui ne sont pas acceptables. Donc je me dis, c'est quand même dingue de dire, après une décolonisation, ben, on reste encore dans le même modèle. Je ne sais pas si tu penses comme moi, mais... Alors, tout à fait, Aude. Si tu regardes Haïti, c'est le premier pays, tu l'as mentionné, qui a acquis son indépendance par la force. Exactement. Et qui a défait l'armée du temps de Napoléon, qui était l'armée la plus puissante, ou une des armées les plus puissantes du monde, donc qui ont réussi à chasser les Français. Malheureusement, c'est comme souvent dans beaucoup de pays, l'apprentissage que les gens ont eu, c'est l'apprentissage de ce que les colons ont fait. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est de répliquer finalement les mêmes choses qu'ils ont subies de la part de leurs anciens maîtres. Parce qu'un coup, l'indépendance acquise, ceux qui sont trouvés au pouvoir, ben, on dit, ben, moi, là, maintenant que j'ai le pouvoir, je ne veux pas le donner ni le partager avec personne. Donc, on a pérennisé, si tu veux, cette forme d'esclavage pendant plusieurs siècles. Jusqu'à aujourd'hui, on dirait qu'on a de la difficulté à s'en sortir tout à fait de ce cercle-là un petit peu. Pourtant, on a énormément de gens éduqués, instruits, qui ont fait des grandes études, mais qui n'arrivent pas à appliquer tout ce qu'ils ont appris dans la réalité du pays. Oui, mais est-ce que, parce que là, on voit, par exemple, par rapport à l'environnement, on voit que la jeunesse commence à se mobiliser. Pensez qu'en Haïti, la jeunesse commence à se mobiliser pour essayer de faire sortir le pays de ce marasme-là et aider en fait les futures générations à avoir un pays acceptable où les droits sont respectés? Mais de plus en plus, les jeunes n'acceptent pas le statu quo. Justement, dans les 2 dernières années, il y a un mouvement qui est né justement dans les écoles, dans les universités, pour dénoncer les fraudes qui ont été faites sur les fonds pétro-caribéens qui avaient été donnés par le Venezuela, pas donnés, mais prêtés par le Venezuela pour justement aider le pays à sortir du marasme économique. Mais malheureusement, tous ces argents-là ont été dilapidés. Et là, les jeunes demandent compte aux gens-là. Donc, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là. Et demandent aussi que toutes ces personnes-là qui étaient dans le pouvoir, au pouvoir, maintenant répondent de leurs actes. Donc, tu vois qu'il y a une grande conscientisation qui se fait au niveau de la jeunesse et qui disent assez, c'est assez. On ne peut pas continuer à faire toujours de la même façon et on ne peut pas continuer à gouverner de la même façon parce que eux,
ils voient bien qu'ils vont à l'école, ils ont des diplômes, puis là, ils ne sont pas capables de trouver d'emploi. Donc, dans le pays, c'est difficile pour eux maintenant de s'en sortir. Et ils ne veulent pas toujours, ces jeunes-là, partir à l'étranger parce qu'un coup qu'ils partent à l'étranger, ils ben, restent là-bas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu. Je vais faire un parallèle, tu vas me dire peut-être un peu fou, mais pour moi, ce qui se passe en Haïti, c'est un peu comme les printemps arabes qu'on a pu voir. Je pense que, bon, il y a des choses qui se passent actuellement en Haïti qui sont graves, mais je me dis, c'est aussi une forme d'espoir qui est en train de se mettre en place, des rêves fous chez les gens pour arriver à avoir une vie meilleure, dans le fond. C'est exactement ça. Je ne vais peut-être pas comparer nécessairement avec le printemps arabe, mais c'est peut-être le printemps haïtien, oui. L'automne haïtien, parce que c'est maintenant qu'ils veulent que ça change. Et ils réclament haut et fort le départ du président actuel, mais c'est pas seulement le départ du président, c'est un changement radical de société. Et c'est ce qu'il voudrait, c'est de pouvoir arriver à un partage un peu plus juste des ressources du pays. Présentement, on nous dit qu'il y a moins de 10% des riches qui contrôlent 90% des richesses du pays. Donc, c'est pas normal. Il y a une poignée de familles qui sont là et qui sont les oligarches et qui ont mainmise sur tous les domaines de la société. Économique de la société, oui, tout à fait. Exact. Ben, écoute, Gabriel, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite un excellent salon et j'espère que tu vas faire de très belles rencontres. Oui, merci Aude. C'est toujours extraordinaire les personnes qu'on rencontre au salon. Moi, je suis heureux de voir tous les jeunes qui sont ici, qui viennent à admirer, acheter les livres. Et j'ai très confiance quand je vois les jeunes comme ça, friands de lecture à l'avenir, pour l'avenir du livre. Merci Gabriel. Merci beaucoup Aude.